Alors, nous passons donc à la deuxième intervention, donc avec Madame Rosa, les atteintes spécifiques hépatiques de la grossesse. Alors ça intéresse particulièrement la gente féminine, mais aussi les gastroentérologues masculins. Mais comme il y a beaucoup plus maintenant de femmes hépatogastro que d'hommes, donc c'est une bonne intervention. Merci Madame Rosa pour votre présence. Merci à tous. Je suis évidemment très contente de rentrer à la maison, d'être là. Et un grand merci pour l'invitation. Je suis toujours extrêmement flattée d'être invitée à vos journées. Et vraiment, je remercie chaleureusement le comité d'organisation. Alors, cette année, on m'a demandé de parler des hépatopathies gravidiques. Et j'avoue que c'est un sujet que j'apprécie particulièrement. Parce que j'ai la chance de travailler dans un hôpital avec une maternité universitaire de niveau 3. Et donc, les hépatologues sont en première ligne pour discuter avec les obstétriciens de ces pathologies complexes. Alors, pour pouvoir parler des pathologies et des hépatopathies spécifiques de la grossesse, il faut déjà commencer par savoir ce que c'est qu'une modification physiologique du bilan hépatique que l'on peut voir dans une grossesse normale. Bien, vous pouvez voir qu'ici, je vous ai résumé les tests habituels. Tout va dépendre évidemment du niveau de la grossesse, premier, deuxième ou troisième trimestre. Et d'emblée, certains de nos paramètres qu'on a l'habitude d'utiliser fréquemment en hépato vont être perturbés. Et vous voyez que normalement, par exemple, les PAL, la gamma-GT, vont être totalement ininterprétables à partir du deuxième et du troisième trimestre, que l'albumine va être spontanément abaissée sur une dilution et que le TP, lui, ne va pas bouger. Finalement, qu'est-ce qui va nous rester comme signal d'anomalie du bilan hépatique? Ça va être les transaminases, et c'est vraiment le seul signal d'appel que l'on pourra voir en cas de pathologie de la grossesse. Alors la deuxième pathologie la plus fréquente que l'on peut voir au cours de la grossesse, c'est bien entendu la pathologie biliaire, qui est assez fréquente puisque au cours de la grossesse physiologique, on voit une diminution de la vidange vésiculaire, une augmentation du volume de la vésicule biliaire dès le premier trimestre et la survenue d'un sludge vésiculaire chez 30% des femmes enceintes. Je ne vais pas vous apprendre que le risque biliaire, il est accru notamment au dernier trimestre de la grossesse et en postpartum, qu'il est très fréquent de voir à l'occasion de l'arrêt de la sécrétion des œstrogènes et de la reprise de la tonicité des voies biliaires, des épisodes de migration lithiasique beaucoup plus importants avec les fameuses pancréatites aiguës de fin de grossesse ou de postpartum immédiat. Alors finalement, quand on regarde et qu'on est appelé pour une cytolyse au cours de la grossesse, vous allez devoir faire tout un bilan systématique pour éliminer les pathologies qui ne sont pas spécifiques à la grossesse. Et bien entendu, parmi ces pathologies, il va y avoir les sérologies virales qui généralement sont faites en début de grossesse pour l'hépatite B et l'hépatite C, et encore ça dépend des maternités. Et vous allez pouvoir ajouter évidemment les sérologies des hépatites aiguës, virales A, B, CMV, EBV. Bien entendu, on va demander la glycémie, la TSH, les réticulocytes, le iono. Et ça va être pour toute anomalie du bilan hépatique au cours de la grossesse. Dans la deuxième partie du tableau, vous voyez que j'ai mis ici, ce sera à demander en fonction du contexte clinique et non pas de façon systématique, les acides biliaires, que vous n'allez demander que en présence d'un prurite, la PCR HSV, que vous n'allez demander que s'il y a de la fièvre et une énorme cytolyse, puisque je vous rappelle que les hépatites herpétiques, c'est d'une part très rare, mais deuxièmement, c'est un tableau spécifique très particulier, avec des transaminases qui sont aux alentours de 5000, 10 000, et que c'est une maladie extrêmement sévère. Et puis, l'ammoniémie va être optionnelle lorsque l'on suspecte une CHAG en fin de grossesse. Alors, si l'on reprend l'évolution d'une grossesse spontanée normale, on commence évidemment par le premier trimestre. Et la première des pathologies que l'on peut observer, c'est les vomissements gravidiques ou hyperémesis gravidarum. Finalement, c'est la pathologie la plus fréquente, avec une prévalence de 0,3 à 3% des grossesses. La physiopathologie, elle est assez mal connue, mais probablement en rapport avec une déshydratation et sur, en fait, une auto-induction liée au vomissement présenté par la femme enceinte. Elle peut récidiver au cours des autres grossesses. Et le tableau clinique est assez simple, ce sont des vomissements incoercibles avec une intolérance digestive complète, une perte de poids
qui peut aller jusqu'à 10-12 kg dans les premières semaines de la grossesse. Et c'est finalement cette hyperémesis gravidarum qui représente la première cause d'hospitalisation des femmes enceintes. Alors, il ne faut pas sous-estimer cette atteinte. D'une part, parce qu'il y a une énorme détresse à la fois physique et morale. Alors, pendant longtemps, on a dit ces femmes, il faut les foutre dans le noir avec des calmants et attendre que l'effet psychogène se passe. C'est évidemment absolument à proscrire, puisque finalement, on est face à une véritable atteinte physique et une atteinte psychologique majeure. Je rappelle aussi que c'est une des premières causes d'interruption de grossesse volontaire en France, c'est-à-dire que la femme se trouve tellement mal physiquement qu'elle va procéder à l'arrêt de la grossesse. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, souvent les femmes qui ont fait un hyperémesis ne font pas de deuxième grossesse. Donc dans un plan de reprise de la natalité, c'est vrai qu'il est important de lutter contre et de la bonne prise en charge de cette pathologie. Alors, sur le plan biologique, on va vous appeler parce que la cytolyse, elle est parfois assez impressionnante. On peut avoir jusqu'à 15 fois la normale sur les transaminases, associée à la perte de poids. Et dans ces cas-là, et surtout lorsqu'il y a un début d'ictère, rechercher une hyperthyroïdie associée qui est assez fréquente. Et l'hyperémesis peut vraiment s'associer à une véritable thyroïdite d'Hashimoto, une hyperthyroïdie, pardon, qui peut se révéler au moment de la grossesse. Alors, pour évaluer la sévérité de cette pathologie, il a été mis en évidence un score qui s'appelle le score PUC 24. Et comme vous le voyez ici, en fonction de la sévérité du score, vous allez pouvoir prendre en charge votre patiente de façon différente. Le score PUC, il va s'intéresser au nombre de fois où la patiente a vomi, le nombre de fois où elle a eu mal à l'estomac, combien de fois elle a eu des hauts le cœur. Et en fonction de ça, sur les derniers jours, vous pouvez voir qu'on peut être face à une maladie assez sévère lorsque le score est supérieur à 13-15. Le traitement, il est assez simple. Il faut hospitaliser ces patientes, il faut les hydrater, il faut leur donner des antiémétiques. Et pour les antiémétiques, vous pouvez donner tous les antiémétiques que vous voulez, puisque finalement, on n'est pas limité par la grossesse. C'est-à-dire qu'on peut aller du méthoclopramide à l'ondansetron, donc ne pas hésiter à donner les bons antiémétiques. La réhydratation, elle est extrêmement importante, et surtout, si vous réhydratez avec le G5, n'oubliez pas la vitamine B1, puisque j'ai eu malheureusement un cas dans le service où effectivement la patiente avait été réhydratée avec du G5 sans vitamine et elle a fait un gaillet verniqueux avec la fin de la grossesse, un syndrome cérébelleux majeur, une impossibilité de tenir debout par carence en B1. L'évolution de cette pathologie, elle est toujours favorable. Il y a une normalisation du bilan hépatique qui va survenir au fur et à mesure que vous réhydratez la patiente, qu'elle reprend une alimentation et théoriquement, à la fin du premier trimestre, vous avez la fin des symptômes. Comme je vous l'ai dit précédemment, proscrire complètement l'isolement dans le noir et l'interdiction des visites, ça a un effet beaucoup plus délétère que positif. Et enfin, n'hésitez pas à proposer un soutien psychologique à ces patientes qui commencent mal leur grossesse avec un terrain physique. Quand on perd 10 kilos en quelques semaines, c'est pas simple et on a une perception de la grossesse qui peut être extrêmement tronquée. Alors, quand on avance au fur de... Alors, pour le premier trimestre, finalement, c'est assez simple. Il y a globalement une seule pathologie spécifique de la grossesse, qui est l'hyperémesis. Arrivé au deuxième trimestre, ça commence un petit peu à se compliquer. Et finalement, les causes du deuxième et troisième trimestre sont souvent intriquées. Celle que l'on voit parfois arriver dès le deuxième trimestre, mais plutôt en fin de deuxième trimestre, voire troisième trimestre, c'est la cholestase gravidique. C'est la plus fréquente des atteintes hépatiques du troisième trimestre. La prévalence, là encore, elle est assez élevée, puisque c'est 2% des grossesses. Et vous voyez d'emblée qu'il y a un caractère plus ou moins, disons, géographique, puisqu'il y a une prévalence de cette pathologie qui est beaucoup plus élevée en Amérique latine et également qu'on peut retrouver en cas de grossesse gémellaire. D'aucuns ont regardé s'il y avait un lien avec la sécrétion de progestérone. Finalement, il n'a pas été mis en évidence de lien véritable, mais probablement quand même que les facteurs hormonaux jouent énormément. Alors, à quoi est due cette pathologie ? Eh bien, dans 25% des cas, on arrive à mettre en évidence une analyse génétique des gènes qui vont sécréter pour les protéines MDR3 et BSEP, et ces mutations que l'on va rechercher de façon non systématique,
ça j'insiste, c'est les mutations ABCB4, ABCB11 ou ATP8B1. Alors, quels sont les critères diagnostiques de la cholestase gravidique? Alors, le Conseil national des obstétriciens français a publié en 2023, donc l'année dernière, des fiches de recommandation qui sont extrêmement simples et qui définit finalement la cholestase gravidique par la survenue d'un prurite évocateur sans lésion dermato. Et je rappelle que ce prurite, on y reviendra après, il est assez spécifique dans le sens où il est vespéral, il est palmoplantaire dans un premier temps, et puis il va se généraliser et devenir permanent dans un deuxième temps en fonction de la gravité. Les anomalies biologiques, avec une définition qui est de l'élévation des sels biliaires supérieure à 10 micromoles par litre à jeun. Et je tiens à vous préciser quand même qu'il est important de noter que pour le diagnostic, il faut faire le dosage des acides biliaires à jeun. Si vous le faites en postprandial, vous n'aurez pas du tout les mêmes valeurs. Et puis, bien entendu, l'élévation des transaminases supérieure ou égale à 2 fois la normale. Alors, ce que recommandent les gynéco-obstétriciens, c'est que finalement, en l'absence de symptômes évocateurs, c'est-à-dire en l'absence de prurite, il est proposé de ne pas faire de bilan biologique complémentaire. C'est-à-dire que si vous êtes face à des transaminases à 2N sans élévation des acides biliaires, vous arrêtez et vous ne faites pas d'échographie du foie notamment. Le diagnostic, finalement, dans ces cas extrêmement simples, il sera confirmé en postpartum avec la correction des anomalies biologiques 2 mois après l'accouchement. En revanche, lorsque vous êtes face à un prurite évocateur sans anomalie biliaire, sans anomalie biologique, eh bien, il faut répéter le bilan et ne pas hésiter à redoser les acides biliaires 5 jours après le premier dosage. La plupart du temps, on peut avoir des acides biliaires qui sont inférieurs à 10 au premier dosage et qui vont se positiver la deuxième semaine. Quand on regarde les critères de l'EASL qui ont été aussi publiés l'année dernière, le diagnostic de cholestase gravidique, il retient également la notion de prurite évocateur, d'anomalie biologique avec élévation des sels biliaires et l'augmentation des alates supérieures à 2N. Alors depuis longtemps, vous le savez, le traitement de la cholestase gravidique repose sur l'acide ursodésoxycholique. Et on a ce très bel essai, qui est un essai Pitches, qui avait été publié dans le Lancet en 2019, qui a finalement regardé l'évolution de la cholestase gravidique, notamment en termes de mortalité fœtale et de survenue de morbidité, chez des patientes qui ont été randomisées 1-1. Vous voyez le groupe des patientes qui ont été traitées par acide ursodésoxycholique, et le groupe était de 300 patientes, par rapport au placebo qui était de 300 patientes. Alors, si on regarde la baseline des patientes qui ont été randomisées, on peut voir que le chiffre d'acide biliaire, il est aux alentours de 28 micromoles pour une normale à 10, donc clairement, c'est une cholestase gravidique, et que finalement, quand on regarde en stratifiant par rapport au chiffre des acides biliaires, la grande majorité des patientes avaient des acides biliaires qui étaient inférieurs à 40 micromoles, avec 25% des patientes qui avaient une cholestase biliaire, une cholestase gravidique qui était assez sévère, avec des acides biliaires supérieurs à 40. Mais quand vous regardez les transaminases, finalement, c'est la ligne d'en dessous, les transaminases ne sont pas très élevées. Elles étaient en moyenne à 70, avec des maximales qui étaient à 80. Donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes critères de ce que nous, on voit en clinique, où les femmes présentent plutôt des cytolyses aux alentours de 250-300 de transaminase. Alors, quand on regarde ces pitchs, on regarde effectivement que les transaminases étaient élevées dans 85% des cas, qu'elles étaient élevées entre 2 fois et 10 fois la normale, et que l'alate était supérieure à l'azate. Pour le prurite, il représentait 95% des cas, donc c'est vraiment l'élément pathognomonique, avec souvent un prurite isolé. Il peut y avoir des lésions cutanées de grattage chez les patientes qui se grattent depuis un moment, prédominance aux extrémités, il peut être occasionnel puis permanent, et, signe très important évidemment, il disparaît après l'accouchement. Alors, ce que nous a appris également cette méta-analyse qui a été publiée dans le Lancet par une équipe française, et comme vous voyez ici, je ne sais pas si je pouvais pouvoir avoir le... Non, bon bref, c'est pas grave. En bleu, vous avez le nombre de patientes qui ont présenté une cholestase gravidique.
En rose, le taux de mortalité natale du bébé. Et puis, vous voyez que finalement, quand on regarde le nombre de patientes, finalement, il y a, parmi les patientes qui ont fait la cholestase gravidique, il n'y a pas beaucoup de patientes qui avaient des taux d'acide biliaire en bas qui étaient élevés. Donc, la plupart du temps, c'est une maladie bénigne avec des chiffres d'acide biliaire qui restent assez peu élevés. Vous le voyez sur les chiffres du bas. Et puis, plus vous progressez vers la droite, plus vous allez vers le nombre de patientes qui diminue, mais la gravité qui augmente, et cette gravité augmente en fonction du taux d'acide biliaire. Donc finalement, peu de femmes ayant une cholestase gravidique vont avoir une maladie sévère, et ces femmes-là, elles ont un taux d'acide biliaire qui est extrêmement élevé. Et ça a été retrouvé dans la partie droite de la diapositive, sur toujours la méta-analyse des 23 études qui ont été éligibles. Donc ça représentait 4 936 grossesses avec cholestase gravidique, et elles ont été comparées à 160 000 grossesses normales. Il y a eu 45 morts fétales intra-utérines dans le groupe des cholestases et 519 morts fétales intra-utérines dans le groupe des grossesses normales. Et là encore, quand on stratifie en fonction du taux d'acide biliaire, vous voyez que lorsque le taux d'acide biliaire est supérieur à 100 micromoles, c'est là où vous avez la courbe rouge qui décolle complètement et qui atteint des taux de mortalité qui peuvent aller jusqu'à 5-10%. En revanche, lorsque vous avez des taux d'acide biliaire qui restent assez bas et qui restent notamment en dessous des 40, c'est la courbe verte qui est toute plate en bas, et vous voyez qu'il y a peu d'événements intercurrents. Entre les deux, vous avez les patientes entre 40 et 99, avec finalement une différence statistique qui n'est pas significative, alors qu'elle l'est pour 100 microgrammes et moins de 40 microgrammes. Alors, finalement, ça a permis d'avancer un petit peu dans les conseils qu'on peut donner à nos gynécologues, c'est-à-dire clairement, ils vont vous appeler quand ça va partir en vrille et qu'eux ne vont plus être capables de gérer. Parce que la plupart du temps, la cholestase gravidique, ils connaissent ça par cœur, ils ne vous appellent pas, ils commencent le traitement et ils ne vous demandent rien. Ils vont vous appeler quand finalement les signes vont, enfin la fin de grossesse va être compliquée, et c'est là où vous allez pouvoir un petit peu les aider dans la gestion de la fin de la grossesse. Donc, chez les femmes qui présentent cette cholestase gravidique, les recommandations vont pour le traitement par l'acide urso-désoxycholique de 10 à 15 mg/kg. Ce traitement, il est recommandé afin de réduire l'intensité du prurite, d'améliorer le bilan biologique, de réduire la prématurité du bébé, mais il n'y a malheureusement pas d'impact sur la mortalité fœtale, qui survient la plupart du temps par une émission du méconium et par une mort fœtale intra-utérine. Il est recommandé une surveillance biologique des acides biliaires et des transaminases, sans finalement qu'une fréquence soit recommandée par les obstétriciens français, pour réduire la mortalité périnatale et notamment pour éventuellement déclencher la grossesse en cas de non-amélioration du taux d'acide biliaire. Alors ça a été une recommandation faible, et finalement l'ISEUL en a décidé autrement puisque se sont prononcés pour une surveillance plutôt hebdomadaire. Et puis, ce qui est important et ce qui est à retenir, c'est que finalement, ce dosage des acides biliaires que vous allez faire en post-prandial, cette fois-ci, lorsqu'il est supérieur à 40, vous savez qu'il va y avoir des complications. Et donc, ce sont des patientes que vous allez surveiller d'autant plus. Et que clairement, lorsque le taux d'acide biliaire il est supérieur à 100, il est proposé de déclencher la naissance lorsque la grossesse est à plus de 36 semaines d'aménorrhée. Clairement, vous n'allez pas prendre le risque de poursuivre une grossesse au-delà de 36 semaines avec des facteurs de risque de mauvais pronostic. Mais en aucun cas, n'arrêtez une grossesse trop tôt. Ce n'est pas une indication. Alors, pour nous, hépatologues, qu'est-ce que ça veut dire également? Ça veut dire que ce sont des femmes qu'il va falloir revoir en consultation. Parce que, comme je vous ai parlé tout à l'heure, 25% d'entre elles vont avoir des mutations, notamment au niveau des protéines de BSEP et MDR3. Et donc, ces patientes sont à risque de développer une lithiase biliaire ou un syndrome LPAC. Et donc, il est toujours très intéressant de voir ces patientes au moins 3 mois après l'accouchement, de façon à être sûr, d'une part, que le bilan hépatique est complètement redevenu à la normale, et d'autre part, de faire l'enquête un petit peu familiale,
de voir s'il y a des arguments qui vous feraient penser qu'il puisse y avoir un LPAC dans la famille et de les prendre en charge à ce moment-là. Je rappelle que le traitement de la cholestase gravidique, vous l'arrêtez à partir du moment où la patiente accouche. Donc finalement, ça c'est la partie simple, où on est assez à l'aise pour gérer. Là où ça devient extrêmement compliqué, c'est lorsqu'on arrive sur les anomalies vasculaires de la fin de la grossesse et sur tous les diagnostics d'éclampsie, pré-éclampsie, HELP, and so on. Alors, l'avantage, c'est que vous voyez ici qu'il y a une remise à jour des recommandations de l'ASFAR et du Collège français d'obstétrique. Donc, je vous invite à les consulter si vous avez des questions dessus. Et finalement, les définitions sont assez simples. La pré-éclampsie, c'est après 20 semaines d'aménorrhée. La définition, c'est plus de 14 de systolique au niveau de la tension et 90 de diastolique. Associé à une protéinurie significative, c'est-à-dire au moins 2 croix à la bandelette, une créatininémie supérieure à 90 et une cytolyse hépatique au moins supérieure à 40 unités, avec ou pas des douleurs épigastriques ou une douleur de l'hypochondre droit en barre qui est persistante ou intense. C'est le diagnostic de la prééclampsie. L'éclampsie sévère, la prééclampsie sévère ou éclampsie, c'est finalement les mêmes critères, sauf que vous allez changer d'un seuil pour l'hypertension artérielle. Au lieu de 14, ce sera 160 de systolique et 110 pour la diastolique. La protéinurie doit être obligatoirement supérieure à 3 grammes. Et puis, se rajoute à ce tableau qui était déjà un petit peu inquiétant, la thrombopénie à moins de 100 000 et les signes cliniques que sont les douleurs thoraciques, la dyspnée et parfois l'œdème pulmonaire aigu, et les signes neurologiques qui peuvent aller de céphalée sévère à des troubles visuels ou auditifs persistants, voire à un coma. Alors, la prééclampsie sévère, finalement, que nous recommande-t-on, c'est qu'entre 24 et 34 semaines, il faut essayer de continuer la grossesse au moins jusqu'à 34 semaines, en l'absence de signes cliniques surajoutés, bien entendu, et on essaye de poursuivre pour le bébé, mais tout en essayant de ne pas sacrifier la mère, bien entendu. Alors, vous avez ici un algorithme de prise en charge pour les prééclampsies sévères, la recherche des signes des gravités, l'hospitalisation, le traitement médical gynécologique qui est effectivement la mise en place immédiate d'un traitement antihypertenseur, d'une surveillance par monitoring fœtal, la titration par bolus pour les antihypertenseurs et le sulfate de magnésium. Il n'est pas recommandé d'utiliser les corticoïdes. Il n'est pas recommandé de faire d'autres choses particulières. Et bien entendu, ceci, ça représente finalement l'évolution vers le HELP, qui est la forme la plus sévère de la prééclampsie. Donc, on a une prééclampsie sévère, et quand se rajoutent quelques définitions supplémentaires, on arrive dans le HELP, qui représente finalement l'évolution de la prééclampsie. Alors le HELP syndrome, on le connaît depuis 1982, c'est une association au cours de la grossesse d'une hémolyse, d'élévation des transaminases et de la thrombopénie, qui était déjà présente, je vous le rappelle, dans la prééclampsie. Et l'incidence, vous voyez que c'est 6 sur 1000 grossesses et 5 à 10% des prééclampsies. Le HELP syndrome, il nécessite une prise en charge qui est évidemment multidisciplinaire, il nécessite une maternité adaptée et théoriquement, vous voyez dans l'encadré en rouge, il est déconseillé de faire des transferts in utero de la mère. Et ça, c'est à négocier au cas par cas avec les gynécologues et les réanimateurs. Mais il faut que la patiente soit prise en charge dans une maternité de niveau 3, c'est-à-dire avec présence d'une réanimation adulte et d'une réanimation néonate. Et bien entendu, qu'il y a un hépatologue dans le coin, ça fait bon effet. Donc le traitement, c'est le même que pour la prééclampsie. Et vous voyez qu'ici, alors c'est vraiment des gynécologues qui ont écrit ça, pas d'imagerie hépatique systématique. Je pense que nous, on va avoir du mal à ne pas faire au moins une échographie chez ces patientes. Alors, à quoi c'est dû tout ça? Finalement, là où on a pas mal avancé, c'est sur la physiopathologie. Et vous voyez ici, sur les deux schémas, qu'au cours de la grossesse normale, il y a un équilibre dans la fonction endothéliale avec un PGLF qui est sécrété par le placenta et les facteurs angiogéniques que sont le FLT1 qui sont en plateau.
Ce qui se passe dans la prééclampsie, c'est qu'il va y avoir un déséquilibre de ce plateau et qu'il va entraîner une dysfonction endothéliale avec une élévation du taux de SFLT1 et au dépit du PLGF. Et tout ça a atterri sur des publications depuis maintenant quelques années. Et la plus grosse publication, ça a été en 2016 dans New England, sur la mise en place d'un ratio qui va pouvoir nous aider dans la prise en charge de ces patientes. Alors, ce ratio, qu'est-ce que c'est? C'est le ratio je vais y arriver, SFLT1 sur PLGF. C'est un dosage que l'on fait par technique ELISA, qui est disponible 24 heures sur 24 dans les maternités qui l'ont, et qui, pour l'instant, comme il n'est pas généralisé dans toutes les maternités, n'a pas fait partie du diagnostic de la définition du HELP, il ne fait pas non plus partie des critères de gravité. Il n'intervient pas dans les décisions, dans l'algorithme décisionnel, mais c'est une très bonne aide diagnostique qui peut être intéressante au quotidien parce qu'elle a une excellente valeur prédictive négative. C'est-à-dire que si votre ratio il est inférieur à 38, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de prééclampsie dans les 7 prochains jours. Et ça, vous pouvez le faire de façon itérative toutes les semaines. Et je pense que ça va vraiment être incrémenté dans le panel de ce qu'on peut faire pour la surveillance de ces femmes. Et puis l'intérêt aussi, on va le voir après, un petit peu plus loin, pour la CHAG. Alors, que se passe-t-il en termes d'hépato pour les complications au cours du HELP syndrome? C'est bien entendu l'hématome hépatique sous-capsulaire qui peut intervenir dans 1% des HELP syndromes. C'est une pathologie extrêmement grave qui nécessite un transfert en réanimation ou en réachir de principe pour éventuellement aller jusqu'à l'embolisation. Et le risque, bien entendu, c'est la rupture de cet hématome avec un hémopéritoine. Et dans la littérature, il y a même eu des cas de transplantation en urgence pour défaillance hépatique suite à la rupture de cet hématome. La mortalité maternelle, dans ces cas-là, elle est extrêmement sévère, elle peut aller jusqu'à 60%. Vous voyez ici sur l'image ce qu'on peut obtenir sur le scanner et sur l'échographie. Alors évidemment, la CHAG. La CHAG, c'est la maladie hépatologique par excellence du dernier trimestre de la grossesse. C'est celle dont on parle toujours et qu'on ne voit pas souvent. Et finalement, c'est la pathologie qui va survenir entre la 30e semaine et parfois en postpartum, qui va représenter peu de cas, 1 sur 20 000 naissances, mais globalement, sur une maternité de niveau 3 comme la nôtre, on va en voir à peu près 3 ou 4 par an. Donc c'est énorme. C'est le truc qu'on ne voit jamais et finalement qu'on voit quand même assez souvent, ce d'autant si on les dépiste suffisamment à temps et qu'on est extrêmement attentif et qu'on n'arrive pas en tableau de catastrophe avec perte du bébé et parfois perte de la maman. Alors, à quoi est due la CHAG? C'est une dysfonction mitochondriale sur la chaîne d'oxydation des acides bêta. C'est la plupart du temps lié à un déficit enzymatique en HELCHAD chez la mère ou chez le fœtus. Et tout ça conduit à l'accumulation hépatique toxique des acides gras qui vont conduire à la stéatose microvacuolaire aiguë. Le tableau, il va représenter des tableaux peu spécifiques, avec des nausées, des vomissements, des douleurs épigastriques. Donc finalement, vous voyez, quand on regarde par rapport au HELP syndrome, par rapport à la prééclampsie, c'est pas évident, parce qu'on retrouve toujours à peu près les mêmes signes cliniques. Le fameux syndrome polyuro-polydipsique avec les 3 bouteilles d'eau sur la table de nuit de fin de grossesse, il est extrêmement pathognomonique, mais malheureusement, il ne survient pas toujours. C'est 10% des cas de CHAG. Et puis, il peut y avoir dans les CHAG évolués des tableaux toxémiques avec l'hypertension artérielle qui normalement ne fait pas partie du diagnostic. Et donc, vous allez voir ensuite dans le tableau comparatif qu'il est extrêmement compliqué parfois de faire le diagnostic différentiel entre un HELP syndrome avec atteinte hépatique, qu'on appelle un foie toxémique, et une véritable CHAG. La différence caractéristique, c'est la baisse du TP. La baisse du TP, vous n'allez quasiment pas la voir dans les HELP syndromes et dans les prééclampsies. Tout le reste, vous pouvez le voir, c'est-à-dire la baisse des plaquettes, l'hyperleucocytose, et puis les transaminases, elles peuvent être élevées, mais pas tant que ça. Elles peuvent parfois être élevées de façon assez peu flagrante, aux alentours de 4-5N, avec parfois des cas supérieurs à 500 unités. Alors le dosage de l'ammoniémie, nos amis américains le font de façon systématique. En France, elle n'est pas forcément recommandée. Néanmoins, en fait, on n'a pas d'algorithme décisionnel basé sur l'ammoniémie.
L'échographie hépatique, elle va montrer une stéatose majeure, mais là encore, c'est un signe tout à fait inconstant, et le fait qu'il n'y ait pas de stéatose hépatique ne fait pas éliminer le diagnostic de Chag. Alors pour les femmes qui ont été biopsiées, voilà ce que ça donne. Vous voyez ici au milieu avec le signe de la flèche, un aspect de foie de stéatopathie liée à la grossesse, avec la stéatose microvésiculaire au milieu. Alors le diagnostic positif, finalement, il va reposer sur les critères de Swansea. Les critères de Swansea sont assez imparfaits, mais ils sont quand même utiles au diagnostic. Et pour l'instant, c'est ceux qu'on utilise. Alors vous voyez que les signes cliniques sont toujours les mêmes, les vomissements, les douleurs abdos, la polyuropolydipsie, l'encéphalopathie dans les cas sévères. Je dois dire que là, quand même, globalement, quand on est face à ces signes cliniques, le diagnostic, il est plus qu'évident. Bien entendu, la plupart du temps, on n'a pas ces signes cliniques typiques et c'est là où les choses peuvent se corser. Et puis, les signes paracliniques, il va vous falloir 6 signes cliniques sur les 14 listés ci-dessous. Alors, quelle est l'évolution? Si on ne fait rien, elle est rapidement défavorable, avec une potentielle mort de la mère et du fœtus, une encéphalopathie hépatique, trouble de l'hémostase, insuffisance rénale aiguë et hypoglycémie. Et finalement, face aux chiffres de mortalité qui étaient extrêmement importants dans la littérature ancienne, on voit que le pronostic dans les séries récentes, il est un petit peu meilleur, mais en fait, il est meilleur pour la mère, mais il n'est pas forcément meilleur pour le bébé, puisque vous voyez quand même que les décès maternels, certes, on est passé de 30% à 7%, mais les décès de l'enfant, on est quand même à 14%. La prématurité, elle, c'est 65%. Alors, je vous ai mis ici la différence entre le HELP et le Chag, et vous voyez que la différence peut être parfois ténue. Dans le HELP syndrome, vous avez la thrombopénie, l'élévation des LDH, la bilirubine normale, l'élévation des transaminases et le TP normal. Et ça, c'est pour les formes précoces. Quand vous laissez tarder un petit peu, quand la forme est un petit peu plus tardive, on peut avoir des plaquettes qui sont extrêmement basses, qui descendent à moins de 50 000, les LDH très élevés, et là, on peut avoir une baisse du TP qui intervient. Donc là, c'est moins facile de faire le diagnostic entre un HELP forme tardive et une Chag. Et les plaquettes, dans la stéatose hépatogravidique, elles sont la plupart du temps normales à la forme précoce et basses en forme tardive. Et là encore, les LDH peuvent induire un petit peu la différence puisqu'elles sont censées être normales au cours de la Chag, mais elles peuvent être élevées dans les formes tardives, bien que généralement inférieures à 600. Et puis nous revoilà avec notre petit marqueur de tout à l'heure, nos marqueurs de PLGF et de SFLT1. Et finalement, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, vous pouvez voir sur les colonnes de droite de la diapositive qu'on ne sait pas pourquoi, mais dans les stéatoses aiguës gravidiques, on a un taux de PLGF qui est extrêmement élevé. Et ça, on n'a pas d'explication formelle de savoir pourquoi est-ce que cette dysfonction endothéliale arrive au cours de la Chag, mais on est en train de travailler dessus, le professeur Le Carpentier au CHIC avec l'équipe, on est en train d'essayer de mettre en place des études pour voir un petit peu pourquoi et quel est le mécanisme de cette élévation de la PLGF au cours des Chag. Vous voyez les chiffres qui peuvent être franchement extrêmement élevés, puisqu'ils sont aux alentours de 2000, alors qu'ils sont aux alentours de 300 dans le HELP. Donc peut-être un argument de plus pour utiliser ce marqueur lorsqu'on est en difficulté de savoir si c'est un HELP ou si c'est une Chag. Alors, qu'en est-il de l'évolution de la Chag ou du HELP syndrome dans ces formes graves hépatiques? Eh bien, vous voyez ici qu'il n'y a pas beaucoup de séries finalement, mais dans le travail qui a été publié en 2020 dans Hepatology, peu de patients transplantés, mais finalement quand même 6 transplantations au total, et pas de grosse différence, mais il y a plus de patients transplantés pour HELP que pour Chag. Enfin, la dernière partie de la prise en charge de la Chag, ça va être l'enquête génétique. Puisqu'on a parlé tout à l'heure du déficit et des mutations de LCHAD, eh bien, actuellement, on va pouvoir faire un dosage des acylcarnitine à chaîne longue directement sur un buvard, et ce dosage peut être fait dès H48 de la naissance du bébé. Ça va se faire donc sur une piqûre au bout du doigt ou du talon, et si le diagnostic est positif sur le buvard, on va pouvoir demander le dépistage génétique de la mutation du gène ADA. Ça a un intérêt majeur parce qu'il y a parfois des formes hétérozygotes chez le bébé
pour lesquels il faut une prise en charge par les pédiatres, puisqu'il va y avoir un régime alimentaire très restrictif sur les acides gras, et puis ça va nécessiter un suivi au long terme. Quid des grossesses ultérieures? On sait maintenant que dans les CHAC, ça peut récidiver de façon ultérieure, mais ce n'est pas une contre-indication à une autre grossesse dans le suivi de la patiente. Et enfin, le HELP syndrome, il est parfois très difficile à distinguer de la CHAG, et donc c'est pour là aussi où l'enquête génétique peut être extrêmement importante. Donc en conclusion, quand on regarde les hépatospécifiques de la grossesse, au premier trimestre, c'est assez simple, puisque vous avez l'hyperémesis gravidarum, c'est une pathologie très invalidante, mais finalement bénigne. Dès le deuxième trimestre et jusqu'au troisième trimestre, on voit que la cholestase gravidique représente la majorité des cas. Et puis, en fin de grossesse, arrivent les pathologies vasculaires, de la prééclampsie jusqu'à la CHAG, et avec la particularité de la CHAG qui peut survenir également en post-partum. Alors, pour tout cela, finalement, il va y avoir une prise en charge extrêmement urgente à réaliser, qui est l'extraction fœtale en urgence pour les pathologies vasculaires, que ce soit le HELP syndrome ou pour la CHAG. Voilà, et je vous remercie. Oui. Merci, professeur Rosa, pour cette magnifique conférence, claire, pratique et assez pas mal exhaustive. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, professeur Haliwa. Merci pour votre présentation intéressante. J'ai deux questions. La première qui concerne l'hyperémesis gravidarum. Est-ce qu'il y a toujours une indication à l'hospitalisation? Parce qu'on sait que dans notre contexte marocain, c'est fréquent, mais c'est des patients qui refusent d'être hospitalisés. Le bilan n'est pas fait. Pour elle, le fait qu'elle vomisse, qu'il y ait un amaigrissement, ça fait partie de la grossesse. Voilà, ça fait partie des grossesses. Alors la question aussi, est-ce qu'on peut se limiter à un traitement par voie des suppos, au lieu qu'elle soit hospitalisée? Oui. Alors la deuxième question concernant la CHAG, est-ce qu'il reste des indications à la ponction biopsie du foie concernant la CHAG? Je sais que le TP est souvent bas, mais est-ce qu'il est possible de la faire dans des formes, lorsqu'il y a des formes qui sont un peu borderline entre le HELP et la prééclampsie et la CHAG? Est-ce qu'il y a une indication à la faire après l'accouchement, après que le TP soit normal? Est-ce que les lésions vont persister après l'accouchement? Merci. Alors, pour la première question, je suis tout à fait d'accord. Alors, en fait, on ne voit passer, nous, dans le service, les hyperémésis que les extrêmement graves ou les récidivants. C'est-à-dire que la grande majorité des hyperémésis sont gérées directement par les urgences gynécologiques avec une réassurance, une hyperhydratation, des suppos, parce qu'ils vomissent effectivement les comprimés, et un retour à la maison avec les conseils diététiques, etc. En fait, on ne spécialise les patientes que lorsqu'elles reviennent 2 fois, 3 fois, et que la cytolyse augmente. Et là, pour le coup, dans ces cas sévères, c'est vrai que c'est intéressant de regarder la TSH, parce qu'il peut y avoir de véritables hyperthyroïdies qu'il va falloir parfois traiter en cours de grossesse et qui peuvent améliorer le symptôme. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous pour la prise en charge ambulatoire qui est à recommander en première intention et ne garder l'hospitalisation que pour les formes un peu graves. La deuxième question sur la CHAG, oui. Alors, clairement, nous, dans l'établissement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toujours la biopsie hépatique en postpartum pour un petit peu... en fait, c'est un petit peu dans le cadre de la recherche, certes, mais c'est aussi pour pouvoir affirmer à la patiente que c'était bien une CHAG et que ce n'était pas un HELP. Et on ne le fait pas si le cas il est évident, mais on le fait surtout lorsque la forme, lorsqu'il manque toujours des critères, en fait. On n'a quasiment jamais les critères parfaits de CHAG évidente. Et donc, généralement, j'attends que le TP soit remonté, je fais la biopsie transpariétale. Et il m'est arrivé une fois, c'était avec un certain Jacques Bernuot, qui m'a demandé de faire une biopsie hépatique transjugulaire en cours de grossesse. Je ne vous explique pas l'organisation et la difficulté que ça a été pour aller jusqu'à la biopsie. Donc on évite. Oui, Dr Rosa, merci pour ce bel exposé. Ma question concernant donc la cholestase gravidique. Oui. La littérature rapporte à peu près 10% de patientes qui ont des transaminases augmentées de façon inquiétante. Ça inquiète et le médecin et la patiente. Je voudrais savoir, à votre avis, quel est le bilan minimum à faire chez ces patientes avant de dire ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça va rentrer dans l'ordre.
Alors, le premier bilan, c'est la première diapo que j'ai mise, c'est-à-dire qu'il faut être sûr que ce soit une pathologie liée à la grossesse et non pas autre chose. C'est-à-dire que ce ne soit pas une hépatite virale, que ce ne soit pas une prise médicamenteuse. Et ce d'autant, enfin, il faut voir quand même que j'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps d'une patiente qui avait un tableau d'hépatite aiguë, et en fait, c'est l'aldomètre, parce que l'aldomètre est encore donné par les gynéco-obstétriciens. Ça reste partie de leur premier traitement de l'hypertension au cours de la grossesse, et que l'aldomètre, pour les plus anciens ici, ça donne de très belles hépatites auto-immunes-like. Et donc, voilà, avant de se jeter sur les critères de pathologie spécifiques liées à la grossesse, il faut bien entendu être sûr qu'on n'est pas sur une pathologie de cytolyse liée à d'autres choses. Donc, effectivement, les virus, l'échographie, les médicaments, déjà, ça fait partie de la base. Et puis après, c'est clair qu'en l'absence de prurite, il faut considérer que ce n'est pas une cholestase gravidique. Lorsque le prurite arrive et qu'il y a la cytolyse, là vous êtes sûr que c'est une cholestase gravidique et vous allez pouvoir le justifier par le dosage des acides biliaires à jeun. Oui, docteur. Moi, je voudrais vous poser une question par rapport au dosage des acides biliaires, toujours dans le cadre de la cholestase. Vous avez donné 3 chiffres qui sont importants pour le diagnostic à jeun C10, pronostic postprandial à 40, mauvais pronostic, létalité fétale très importante à partir de 100. C'est toujours en postprandial. Oui. Alors que pour le diagnostic, c'est à jeun. Pourquoi cette problématique doser à jeun et doser en postprandial et sur quel pied on va danser parce qu'on ne saura pas ce que. Pourquoi on insiste à le faire en postprandial pour le pronostic alors que pour le diagnostic, on insiste qu'il soit à jeun? Alors, parce qu'en fait, les études ont été faites comme ça. C'est tout simple, c'est qu'en fait, dans les papiers pronostiques pour le diagnostic de la cholestase gravidique, le dosage avait été fait à jeun. Donc on est parti sur un dosage à jeun. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on a rarement un taux à 100 d'acide biliaire si vous le faites à jeun. Et donc, tous les essais, notamment le Pitchers Trial, etc., ce sont des données qui ont été prises en postpartum. Donc, à partir de là, on ne peut pas extrapoler. Voilà. Et donc, c'est une petite spécificité sur laquelle il faut être assez vigilant.